Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. Le bilan s'est alourdi de 3. Le nombre de décès passe à 23. La pirogue transportait 327 personnes. L'embarcation avait quitté Joal mercredi dernier. On fera le point sur ce nouveau bilan dès le début de cette édition. Le projet de loi d'amnistie sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant amnistie comme annoncé par le chef de l'État lundi. Fin du dialogue national, le président de la République va saisir le Conseil constitutionnel sur les conclusions et recommandations. Sauf que le dialogue ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel, avertit la plateforme Arsounou Élections. Et puis le ministre du Travail Sambassi a-t-il dit tout haut ce que toute la gauche pense tout bas? Le ministre chargé des relations avec les institutions n'accepte pas le projet de loi d'amnistie ainsi que l'organisation de l'élection au-delà du 2 avril. Un désaccord majeur qu'il partage avec ses camarades de la gauche. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, ce bilan qui s'est fortement alourdi à Saint-Louis. Nous vous parlions en milieu de journée du chavirement de la pirogue de 3. Le nombre de morts passe à 23. L'embarcation qui a quitté Joal mercredi dernier avait à son bord plus de 300 personnes. Le point avec Ousseynou Diop. Mais nous quittons à Joal pour aller en Espagne. 327 personnes étaient dans l'embarcation. Elles ont quitté Joal mercredi dernier, mais malheureusement, la pirogue qui les transportait a eu quelques difficultés avant de retourner sur Saint-Louis. Mais alhamdoulilah, je suis bien. Mais il y a des gens qui meurent, qui sont en PM. Le bilan est pour le moment très lourd. 3 migrants clandestins ont perdu la vie dans l'embarcation, selon le Dr Bakary Soga Boyan, médecin aux urgences de l'hôpital régional. 20 patients. N'est-ce pas, 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients qui avait des blessures graves a succombé à ces blessures. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès mais qui est survenu sur les lieux. Ces patients ont été acheminés directement au niveau de la remorque. Certains migrants ont pris la fuite une fois sur la terre ferme. Mais selon Alpha Baldé, plusieurs jeunes ont disparu à quelques mètres de la plage. Il y a des gens à proche de moi, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas est-ce que c'est mort ou pas. Si. Pour le moment, 19 migrants clandestins rescapés sont pris en charge à l'hôpital régional de Saint-Louis. 3 d'entre eux sont dans un état critique, selon les médecins. Et nous vous rappelons le dernier bilan qui vient de nous parvenir. Le nombre de décès s'élève désormais à 23 personnes, 23 morts. C'est le bilan de ce chavirement de cette pirogue qui a quitté Joal le mercredi dernier et qui a échoué à Saint-Louis. Nous y reviendrons avec notre équipe dans la vieille ville. Un chavirement peut-être dû par les conditions météorologiques. Vous le savez, la nappe de brume va persister jusqu'à samedi prochain. Les adeptes de la tartine à Potrominé ont peut-être constaté les denses brouillards ce matin, phénomène météorologique que nous explique Tidiane Djedjou, expert à l'ANACIM. Au cours de cette matinée, on a noté une forte réduction de la visibilité sur l'axe Saint-Louis, Dakar et Mbour. Cette baisse de la visibilité est causée par du brouillard associé à de la poussière. Ce brouillard-là, en réalité, est causé par une forte humidité notée entre minuit et 8 heures sur les zones côtières avec un vent relativement faible. Ce brouillard s'est dissipé au courant de la journée. La météo prévoit par contre du brouillard dans la matinée du samedi. Donc la population devrait faire attention, surtout les conducteurs, pour éviter des risques de collision. Pour ce qui est du temps prévu,
Les températures seront relativement élevées sur les régions sud et centre-est du pays au cours des prochaines 24 et 48 heures. Toutefois, la fraîcheur nocturne et matinale sera notée sur les régions nord-ouest, notamment l'axe Dakar, Saint-Louis, Mbour, Linguère, Louga et Podor, avec des températures minimales qui seront en dessous de 21 degrés. L'autre grand titre de cette édition, comme annoncé par le président de la République Macky Sall, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant amnistie générale sur les manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. La loi sera introduite à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jour. Mais l'opportunité de la loi, vous allez le voir, divise les acteurs politiques. Voyons tout cela avec Cheikh Diop. Un projet de loi d'amnistie générale sera débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale. La suite logique des faits survenus au cours des troubles que le pays a traversés depuis 3 ans. Un dépassement. Au-delà des crises politiques qu'ils peuvent avoir, des tensions politiques qu'ils peuvent avoir, il faut savoir dépasser ces événements-là et ouvrir une perspective de paix et de réconciliation. Le fait qu'on puisse, dans une politique effectivement d'apaisement, comme l'a rappelé Madame la garde des Sceaux, mettre en liberté provisoire certains profils qui peuvent en bénéficier en fonction de ce qui leur est reproché, c'est une bonne chose. La crise politique est à son paroxysme. Plusieurs personnes perdent la vie, des biens saccagés. Toutes ces atrocités ne doivent pas être impunies. Je reste persuadé. Parmi ces morts, il y a des jeunes qui ont pris une balle dans la tête. Si un d'entre eux était le fils de Macky Sall, il n'aurait jamais voté cette loi. Alors, est-ce que le président ne veut pas protéger ses proches dans cette loi? Plutôt protéger. Il faut dépassionner tout ça. Je pense que il y a une forme de surenchère parfois dans le débat public avec des interprétations un peu exagérées, un peu hors de contexte, un peu parfois même loufoque. L'indemnisation des familles des victimes, une priorité. Je pense qu'il faut en parler. C'est peut-être ça même aussi l'intérêt de cette initiative du président de la République. Dans un esprit de réconciliation nationale, le président tente d'apaiser la situation politique, une manière aussi de quitter le pouvoir en toute quiétude. Oui, cher, le président Macky Sall va saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Après sa décision du 15 février dernier, l'arbitre constitutionnel se retrouve une fois encore au cœur du jeu. Maïmouna Ndiaye, Ababacar Camara. La tenue de la prochaine présidentielle, une équation à plusieurs inconnus. La candidature de Karim Wade, un autre cas qui intrigue. Aujourd'hui, on annonce également une réintégration de Karim Wade, qui a été à l'origine de ces accusations, de ces soupçons qui ont posé jusqu'à faire reporter l'élection. Est-ce que le Conseil constitutionnel est prêt aujourd'hui donc à revenir sur sa décision, alors que les spécialistes du droit nous ont dit que même la liste publiée par le Conseil constitutionnel ne peut pas être révisée par le Conseil constitutionnel lui-même? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà la question que tout le monde se pose et qui est sans réponse aujourd'hui, parce qu'on a constaté que l'intégration de Karim Wade s'impose, en tout cas du côté de la majorité présidentielle et de ses alliés du Parti démocratique sénégalais. Poussant à se demander si le Conseil constitutionnel va-t-il se dédire, un flou total entoure le processus électoral, selon l'analyste politique. Le malheur est que le dialogue devait aider à trouver une solution, mais on a vu que le dialogue a démarré donc avec des malentendus et même une forte dispersion au niveau des acteurs. Ce qui veut dire que peut-être, là également le Conseil constitutionnel, on lui a retourné la patate chaude. Quelle sera sa position? Parce qu'on a parlé d'un léger réaménagement du processus. Que signifie ce léger réaménagement du processus alors qu'on a dit que la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel ne peut plus être modifiée? Comment ils vont trouver également des cas de jurisprudence pour réussir cette difficile mission?
C'est pourquoi on dit que c'est un peu compliqué pour le moment. Le dernier mot revient donc au Conseil constitutionnel, une décision très attendue. Une réévaluation des dossiers des candidats dits spoliés est inacceptable pour la plateforme Arsun Élections. Dès lors que les dés sont jetés, le dialogue ne peut se substituer au Conseil constitutionnel selon Moudia Sissé, rencontré par Fatou Bintou Conté et Amadou Ba. Parmi les décisions prises lors du dialogue initié par le chef de l'État, la réouverture des listes pour pouvoir réintégrer les candidats spoliés. Une décision qui n'agrée point le mouvement Arsun Élections. Donc le dialogue, ses conclusions n'ont aucune base légale ou réglementaire. Donc c'est des volontés exprimées. Et le dernier mot revient toujours au Conseil constitutionnel. Et donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est la remise en question et en cause d'une décision du Conseil constitutionnel par rapport à une liste déjà établie. Jusqu'à preuve du contraire, les candidats à cette élection présidentielle, ce sont les 19 validés. Il n'y a pas encore une décision pour changer ça. Si c'est rouvrir encore une liste déjà établie, c'est du jamais vu et risque de créer une brèche dangereuse. S'il y avait un décès, il pouvait modifier la liste. Mais aujourd'hui, ouvrir la liste, c'est du jamais vu. Ça crée une brèche dangereuse pour un prochain président. Et on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a contestation, qu'on reprenne le processus électoral. Ça crée une instabilité institutionnelle. Pour la date des élections, Arsun Élections campe sur sa position et pense que c'est encore possible d'aller aux élections avant le 2 avril. Mais c'est ça, nous, notre volonté, que les élections... Et c'est encore possible. Parce que, oui, on peut organiser les élections le 31 mars, par exemple. On a plus d'un mois pour les préparer. En ce moment, il y aurait la période de 21 jours pour la campagne. Donc, pour dire que c'est encore possible, le Conseil va être saisi. On verra ce que le Conseil va décider sur la date. En tout état de cause, rouvrir une liste pour y glisser d'autres candidats en dehors des 19 relève de la pure aberration. La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Merci Fatou Bintou et reparlons du projet de loi portant amnistie. Ils sont deux candidats recalés par le Conseil constitutionnel. L'un a pris part au dialogue, l'autre l'a boycotté. Mary-Teuw Niane et Mohamed Ben Diop sont tous les deux contre la loi d'amnistie proposée par le chef de l'État. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Ahmadou Ba. Tous les deux ont vu leur candidature invalidée par le Conseil constitutionnel. L'un a assisté au dialogue, l'autre l'a boycotté et chacun de ces deux candidats a sa propre opinion des principales Nous avons pris part à ce dialogue, nous avons échangé avec les différents acteurs et porté aussi ces différentes propositions dont vous parlez, c'est-à-dire l'organisation des élections à partir du 2 juin. Et ça s'explique, et éventuellement l'ouverture, disons, la réouverture de certains cas de candidats spoliés pour éventuellement qu'on puisse leur donner la possibilité de revenir dans la course. Les conclusions que j'en tire avec le choix de la date du 2 juin, avec la réouverture de la liste de candidats, que en réalité, ce que l'on veut, c'est désavouer le Conseil constitutionnel. Et le président, il est dans sa logique qui est de rester le plus longtemps possible au pouvoir et d'imposer aux Sénégalais l'élection d'un président de son choix. Relativement à la question polémique du projet de loi d'amnistie, Mary-Teuw Niane et Ben Mohamed Diop ont à peu près la même position. Il y a eu des morts d'hommes. Et ces familles n'ont pas encore fait leur deuil. Il y a des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y a des gens qui sont retrouvés au chômage. Il y a eu pas mal de pertes et de dégâts par rapport à ces événements. De 2021 à maintenant, on ne peut pas les passer. On ne peut pas passer tout cela en perte. Donc moi, je suis, que ce soit moi, Mohamed Ben Diop, président du parti Passe-Passe, et ma coalition, nous sommes contre le principe de toute forme d'amnistie allant dans ce sens-là. Ce n'est pas le moment du président Macky Sall qui est en fin de mandat. Son moment aujourd'hui, c'est le moment de l'apaisement politique. Donc simplement de la libération de tous les prisonniers politiques, notamment les plus connus comme Maître Moussa Diop, comme Bassirou Diomaye Faye ou le président Ousmane Sonko.
il n'a pas à nous imposer une loi d'amnistie qui est lourde de conséquences et dont le moment n'est pas propice. Si le professeur estime que le dialogue ne devrait se faire qu'avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, le président de la coalition Passe-Passe, lui, se réjouit du consensus issu de ces concertations. Merci Dissa. Intéressons-nous maintenant au cas Sambassi. Le ministre du Travail a-t-il dit tout haut ce que toute la gauche pense tout bas? Le ministre chargé des relations avec les institutions n'accepte pas le projet de loi d'amnistie ainsi que l'organisation de l'élection présidentielle au-delà du 2 avril. Un désaccord majeur qu'il partage avec ses camarades de la gauche, à Faune pour la plupart. Explication Ibrahima Kane. À Diamniadio, le ministre Sambassi a dit tout haut ce que toute la gauche pense tout bas. Fidèle à ses convictions et à ses positions constantes, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a clairement signifié publiquement au président de la République qu'il est foncièrement contre le report du scrutin présidentiel. Une constante pour le secrétaire général du PIT, membre de la CDS qui regroupe les partis de gauche qui avaient signé une déclaration commune pour exiger le respect du calendrier républicain. Entre autres signataires, Nicolas Ndiaye de la LD, le professeur Pape Dembessi de l'UDF Mbolomi et El Hadj Momar Samb du RTAS, devenu Afone depuis lors. Autre point sur lequel le ministre du Travail n'est pas en phase avec le président Sall, le projet de loi d'amnistie générale. Après avoir porté un sacré coup à la solidarité gouvernementale, la question maintenant est de savoir quelle sera la conséquence. Va-t-il continuer à siéger dans le gouvernement ou sera-t-il démis de ses fonctions? Les prochains jours nous édifieront. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera très mal à l'aise à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi. Sa sortie au CICAD va marquer peut-être le divorce entre le PIT et Benno Bokk Yakaar. Merci Ibrahima. Le monde universitaire a retrouvé la chaleur des amphithéâtres. L'université Cheikh Anta Diop, vous le savez, a ouvert ses portes ce lundi après la suspension des cours depuis les manifestations du 1er juin et 2 juin. L'école de journalisme CESTI a également repris ses cours. Nous avons fait le constat. Reportage Abdoulaye Diop. Après plus de 7 mois d'interruption, les cours reprennent au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Nous avons repris les cours ce lundi 26 février 2024 et nous avons repris les cours pour l'ensemble des formations, aussi bien pour les licences initiales donc en journalisme que pour les licences professionnelles en production audiovisuelle et en communication. Globalement, les cours se déroulent bien. Cependant, l'école est privée de l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw de la case foyer. Dans ces deux lieux se déroulaient donc les formations aussi bien en master qu'en formation initiale, ce qui fait qu'actuellement, comme je l'ai dit, on a une tension donc là au niveau des salles de cours, ce qui fait qu'on fonctionne de façon alternative. Et ça pose un problème à ce rythme-là. Si on doit continuer à ce rythme-là, donc là, l'année risque de tirer donc là en longueur. Alors que si on avait à notre disposition tout l'ensemble des salles, souvent nous, au CESTI, on finit nos cours au mois de mai, au mois de juin au plus tard. On programme des cours, donc certains cours le matin pour au niveau de la formation initiale en journalisme et d'autres cours donc l'après-midi pour les licences en communication. Et là, c'est très handicapant comme mode de fonctionnement. Ces deux établissements ont été saccagés lors des manifestations du 1er juin, lorsque l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Les anciens du CESTI ont collecté plus de 21 millions de francs CFA. Ceci a permis à l'école de réparer les dégâts et de repeindre le bâtiment principal. Un montant quand même qui nous a permis de faire quelques travaux, notamment remplacer donc là, certaines vitres qui ont été caillassées. On a repeint donc là, le bâtiment, l'ancien bâtiment. Mais sauf que donc là, le gros du travail n'a pas encore été fait, notamment l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw.
de même que la case foyer qui ont été lourdement impactés et il nous faut vraiment donc des moyens assez conséquents pour prendre en charge la rénovation intégrale de ces bâtiments-là. Cependant, ce montant demeure très insuffisant pour le projet de rénovation de l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya-Aou, estimé à 200 millions de francs CFA. L'école de journalisme en appelle aux autorités pour une assistance rapide afin de pouvoir assurer la continuité de ces cours de manière adéquate. Merci Abdullah. Et toute autre chose, parlons de cette autre bonne nouvelle dans la cité du rail, l'inauguration de la nouvelle gare ferroviaire de Thiès. Le trafic voyageurs a repris sur l'axe Thiès, Diamniadio et Dakar. Cher Anta Diop, c'est la tire. Le train va désormais siffler à nouveau depuis la gare ferroviaire de la capitale du rail. Le ministre auprès du ministre chargé du développement des affaires ferroviaires qui a donné le ton exprime toute sa satisfaction après plusieurs années de pause. Mesdames et messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Quel bonheur pour les Thiessois. Cette belle réussite de réhabilitation de la gare de Thiès et de relance de la reprise du trafic. Les Thiessois sont sortis en masse pour magnifier la gigantesque réalisation du président Macky Sall. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République Macky Sall en vue d'un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Nous devons relever ensemble le défi du Sénégal que nous voulons. L'énergie que vous, cheminots, avez déployée ces derniers mois montre à profusion que la motivation et l'engagement sont présents et qu'ensemble, avec l'appui de nos autorités, nous sommes résolument engagés dans la redynamisation des chemins de fer. Des artistes comme Seka, Ngouri, Damsen, Sanoho, entre autres, ont servi au public de belles prestations, des chants et danses, comme pour dire merci aux autorités. Merci cher Anta. Alors maintenant à Kédougou, l'état d'avancement des travaux du barrage de Samangalou inquiète les plus hautes autorités de l'OMVG. Elle annonce que 1000 employés sont menacés de démobilisation au projet de construction du barrage de Samangalou. Une visite technique du chantier du barrage par le haut commissaire de l'OMVG a permis aux autorités de se rendre compte de visu du retard dans l'exécution des travaux. Voyons tout cela avec Ibrahima Diébarate. L'état d'avancement des travaux du barrage de Samangalou est loin de satisfaire les plus hautes autorités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Au terme d'une visite de chantier, le haut commissaire de l'OMVS se dit surpris du retard accusé et ne fonde plus d'espoir sur un éventuel respect des délais d'achèvement du projet. Nous avons constaté un avancement par rapport à l'état initial, mais nous ne sommes pas satisfaits. Parce que la cadence des travaux actuels ne nous garantit pas l'achèvement du projet dans les délais. Donc nous avons constaté ça. Il faudrait que toutes les parties redoublent d'efforts. C'est un projet trop structurant, trop stratégique. Il faut prendre toutes les dispositions pour que l'entrepreneur puisse tenir les délais. Donc on a à peu près 2000 travailleurs qui sont en train de travailler et qui vivent des revenus, de retombées de ce projet d'abord à la phase de réalisation. Donc, c'est une catastrophe que de penser à l'arrêt des travaux. Il faut faire tout pour que l'entreprise ne démobilise pas. Sinon, c'est une catastrophe. Au-delà des aspects techniques, des retards de paiement menacent la démobilisation de plus de 1000 employés. Le problème, c'est d'abord le retard dans le paiement du constructeur. Les paiements ne suivent pas. Pratiquement depuis novembre, on a cessé de payer l'entrepreneur. Donc il faudrait, en tant que maître d'ouvrage, c'est nous qui avons signé le contrat de réalisation, nous avons obligation de venir constater qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut faire pour que
Les travaux ne s'arrêtent pas. Face à cet état de fait, le haut-commissaire de l'OMVS fonde un immense espoir sur les autorités sénégalaises pour sauver encore ce qui peut l'être. Et faisons cap maintenant sur le nord, exploitation des phosphates de Ndendori dans la région de Matam. Les agriculteurs de Hamadi Onaré s'opposent au protocole d'accord d'indemnisation des terres. Après plus de 19 mois d'arrêt, la SOMIVA a réussi cet accord avec les délégués des 3 communes impactées et touchées par le périmètre d'extension. Explication Ali Bandeliank. Ils sont venus de Hamadi Hunare pour manifester leur désapprobation sur les accords à propos des indemnisations des propriétaires terriens. En fait, depuis 19 mois, le montant et les conditions de ce processus d'accord proposé par la SOMIVA est à l'origine de profondes divergences. Seulement, les commissions au niveau des 3 communes impactées par l'exploitation et la société minière viennent de trouver un accord mais fortement contesté par une partie de la population de Hunare. On a été informés, nous la commission chargée des impenses de nos champs impactés par l'exploitation minière de la SOMIVA, qu'il y a un groupuscule de gens, de Hamadi Hunare, 4 personnes, qui ne sont même pas dans la commission, qui n'ont jamais été choisis par la population de Hamadi Hunare. Ils sont venus voir le préfet en complicité, en collaboration avec la commission de Ndendori et la commission de Horkodjere. Ils sont venus voir le préfet, soi-disant, comme c'est Hamadou, la commune de Hamadou Hunare, la commission de Hamadou Hunare, qui avait bloqué les travaux de la SOMIVA tant qu'ils n'ont pas payé les impenses de nos terres impactées. Ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas commencer l'exploitation. Le préfet a signé un acte pour autoriser la SOMIVA à commencer l'exploitation par rapport au versement qu'ils ont versé, 162 500 pour les 3 communes, à raison de 1804 personnes qui ont été recensées. Donc, chaque impacté va percevoir 90 000 francs. Aujourd'hui, la population de la commune d'Hamadou Hunare, les dignitaires, les sages, ils ont pris la décision de venir rencontrer le préfet et s'enquérir de la bonne information. Là où nous sommes là, on n'est pas prêt à céder nos terres par un prix dérisoire. Nous ne sommes pas prêts que nos terres soient spoliées. Venus à la rencontre du préfet du département de Kanel, ces notables de Hamadi Hunare en sont ressortis campant sur leur position. Toutefois, la SOMIVA, dont les activités sont en arrêt depuis plusieurs mois, s'apprête désormais à reprendre du service sur les 193 hectares de terres visées. Oui, selon les responsables des 3 commissions, tout a été fait en respectant les préoccupations de toutes les parties. Omar Diong est leur porte-parole avec Ali Bandeliank. Seulement approuve, n'est-ce pas, la signature qui a été effective au niveau de la préfecture de Kanel. Mais surtout, ce que je tenais à dire, c'est que ces gens qui sont allés voir le préfet, c'est des gens qui ne sont pas allés là-bas au nom des populations. Ils sont allés là-bas en leur propre nom. Ils ne peuvent aller au nom des populations parce qu'ils sont vomis de ces populations-là. Très récemment, ils ont organisé une réunion pour hypnotiser encore une fois la population, essayer, n'est-ce pas, d'embobiner les pensées. Mais la jeunesse tout entière s'est levée, s'est mobilisée, les a hués comme un voleur, les a demandé de déposer le flambeau parce qu'ils ne croient plus en eux-mêmes, ils ne croient plus en eux. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous saluons cela parce qu'en réalité, il y a eu, n'est-ce pas, maintenant un salut au niveau de nos travailleurs qui étaient en train de subir, n'est-ce pas, des grands dommages, nos étudiants qui sont expulsés de leur logement. Alors, moi, ce que je peux dire ici et maintenant, c'est que je salue, n'est-ce pas, la dimension administrative de nos autorités, leurs compétences, leur dignité, j'allais dire, parce qu'il faut être digne du nom que l'on porte. Donc, autre chose, c'est qu'en réalité, voilà, celui qui ne se sent pas dans cette signature, qu'il aille tout simplement voir au niveau du tribunal, peut-être qu'il va définir où se trouvait son champ sur ces montagnes-là. Et puis un mot de sport, athlétisme, préparation des Jeux africains, prévus, vous le savez, du 8 au 23 mars à Accra. Le directeur technique national se dit optimiste. Pape Serigne Diène annonce un contingent de 12 athlètes. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Pour les Jeux africains de Accra, le Sénégal va se déplacer avec 12 athlètes. 12 athlètes qui seront inscrits au niveau du sprint prolongé, des sauts, des haies, mais surtout le relais 4x400 mètres.
Donc c'est une première compétition en vue de la recherche des minima pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et nous serons représentés par nos meilleurs du moment. Donc nous espérons vraiment faire bonne impression. Reste maintenant à comprendre que c'est le début de la saison. Donc les athlètes ne sont pas encore au top. Mais nous y allons avec nos arguments et j'espère que ça va donner quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous rappelons la principale information, l'évolution du bilan du chavirement de la pirogue à Saint-Louis du Sénégal de Troyes. On annonce désormais 23 morts, un bilan qui s'est fortement alourdi, comme vous le voyez sur ce fil rouge. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos équipes à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop et Habib Seck. L'info continue dans un tout petit instant avec Papa Blaider et son invité ce soir, Madame la ministre Aminata Assome Diatta dans Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.